Vous écoutez Bretagne 5, il est 8h17, presque 18. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et le temps de le dire, il est effectivement 8h18. Notre invité politique de la matinale en ce mardi est Stéphane de Salier-Dupin. Il est conseiller régional de Bretagne dans le groupe Centre et Régionaliste. Il est également conseiller municipal de Lamballe-Armor et j'ajouterai assistant parlementaire au Parlement européen de Strasbourg. Voilà, on a tous les titres. Bonjour Stéphane de Salier. Bonjour à tous. Alors on va parler de politique ce matin, on va parler un peu de la marche du monde aussi. J'avais envie de vous entendre sur un aspect un petit peu plus local. Ça ne vous aura pas échappé que Philippe Hercouët, le maire de Lamballe-Armor, a décidé de ne pas se représenter. Alors j'avais décidé de garder cette question pour la fin, puis finalement j'ai envie de vous la poser en ouverture d'entretien. Est-ce que vous allez vous présenter à Lamballe-Armor ? Alors, d'abord, Philippe Hercouët a décidé de ne pas se représenter. Moi, je voudrais saluer quand même l'engagement d'un élu. Pendant 18 ans, on est arrivé au conseil municipal ensemble. Pas dans les mêmes équipes, ça vous a pas échappé, mais ensemble quand même. Et donc, l'engagement d'un homme, d'une femme, au service de sa commune pendant une période de près de 20 ans, dans tous les cas, ça se salue. Après, on peut tirer toutes les conclusions d'un mandat, viendra le temps du bilan. Néanmoins, c'est important de le dire. Deuxièmement, qu'est-ce que dit ce souhait de ne pas y retourner? Je pense que c'est un vrai changement de cycle, c'est-à-dire que le cycle qui avait commencé avec Loïc Cohen en 1995 prend fin, et il va falloir relever les vrais défis du XXIe siècle à Lamballe, dans un contexte qui est devenu très compliqué. Il va falloir relever les défis de la sécurité, sans en faire une obsession permanente. Néanmoins, Lamballe a changé. Il faut qu'un certain nombre de règlements soient respectés. Il faut que les gens puissent circuler en ville en toute sécurité. Il faut que l'on débureaucratise, pas facile à dire, hein, qu'on débureaucratise l'action municipale parce que ça devient très compliqué pour nos concitoyens dans telle ou telle démarche administrative, dans telle... Voilà, il y a vraiment un vrai travail, y compris pour le confort des agents d'ailleurs. Un vrai travail à mener dans ce domaine-là. Le PLU qu'on vient de vivre en est l'expression. Il y a un vrai travail à mener du point de vue économique et là, il y aura une question de remise dans le cadre de nos relations avec Lamballe Terre et Mer, et que Lamballe Terre et Mer considère qu'il y a une ville-centre dans le territoire, et que celle-ci a des singularités, et que on ne peut pas faire sans Lamballe Terre et Mer. Sans Lamballe-Armor, pardonnez-moi, sans la ville-centre. Et ça, c'est un vrai sujet qui nécessitera une mise à plat des choses. Qu'est-ce qui est de l'ordre de Lamballe Terre et Mer et quel est son rôle? Ce n'est que de la coopération intercommunale. Et qu'est-ce qui est de l'ordre des communes, qui sont les seules structures pérennes finalement, les seules structures qui peuvent durer. Je rappelle aux auditeurs que Lamballe Terre et Mer, c'est le transport, c'est le développement économique, c'est les déchets, c'est l'eau, c'est l'assainissement. C'est toute une série de choses. Si Lamballe-Armor, si la ville de Lamballe n'est pas en mesure d'influer là-dedans en étant membre de l'exécutif et membre écouté de l'exécutif, eh bien les marges de manœuvre d'une équipe municipale sont limitées. Donc je le dis, Lamballe Terre et Mer ne peut pas fonctionner comme ça, un nouveau mandat, ça a été catastrophique, ça ne peut pas continuer à fonctionner comme cela. Et il faut reposer la gouvernance, on l'aura compris aussi. C'est le cas d'ailleurs dans de nombreuses collectivités territoriales, hein, où il y a des questionnements sur la gouvernance, sur l'importance aussi de ces collectivités territoriales, de ces territoires qui regroupent des communes de plus en plus grandes, en tout cas des collectivités qui regroupent de plus en plus de communes, et finalement on ne sait plus qui fait quoi, quelle commune a un petit peu plus d'influence qu'une autre. Est-ce qu'il y a un moment où il va falloir dire stop, on ne peut pas accueillir plus de communes, on ne peut pas s'agrandir? Non, mais s'il s'agit de refaire le département à la place du département, c'est-à-dire que vous voyez ce que je veux dire, c'est un peu le sens de ma question. On a 8 voilà. EPCI. Moi, je préfère parler de Alors, c'est un peu techno pour nos éditeurs, mais je vais expliquer mon propos. Je préfère parler d'EPCI, c'est-à-dire d'établissements publics de coopération intercommunale, plutôt de collectivité à part entière. La vraie collectivité, c'est la commune.
La vraie collectivité de proximité, celle, le vrai élu qu'on va aller voir, c'est le maire, c'est l'adjoint, et le reste, c'est de la coopération intercommunale. Le président d'une collectivité comme Lamballe-Terre-et-Mer, un EPCI, ce n'est que le premier de ses pairs, primus inter pares. Ce n'est que le premier de ses pairs, le premier des maires, mais il anime. Il ne dirige pas cela comme on dirige une commune. Et ça, c'est majeur. Il va de soi que si les intérêts de telle ou telle commune durablement ne sont pas pris en compte, la pérennité de l'établissement de coopération intercommunale peut être mise en cause. Aujourd'hui, on parle de simplification administrative, on parle aussi de simplification territoriale. On a entendu beaucoup de choses en la matière. Alors, on va pas trancher ce matin, évidemment, mais d'aucuns disent il faut supprimer la région, d'autres disent il faut supprimer les départements, d'autres disent il faut regrouper tout ce petit monde. Est-ce qu'à un moment ou à un autre, justement, il faudra un petit peu aussi clarifier les compétences? Oui, clarifier les compétences, c'est une évidence. Mais pardon de sortir de ce serpent de mer du millefeuille, le vrai sujet c'est quoi? Je paye de plus en plus d'impôts et j'ai le sentiment d'avoir de moins en moins de services. Je suis prêt à payer de plus en plus, je suis prêt à payer des impôts, de plus en plus d'impôts, rassurez-vous, c'est pas ma tasse de thé. Mais je suis prêt à payer des impôts si j'ai du service. Or, j'ai le sentiment que payant de plus en plus d'impôts, j'ai de moins en moins de services. C'est ça ce que disent nos concitoyens, fondamentalement. Et donc, ce qu'il faut qu'on arrive à faire, c'est que l'euro mis dans la caisse des impôts soit un euro efficace et soit un euro dont nos concitoyens ont le sentiment que ça sert à quelque chose, et pas que ça parte dans un trou. Il y a le trou de l'État, mais il y a aussi le trou des modes de fonctionnement, des études, des schémas, des machins qu'on trouve dans les collectivités. Alors, les Français sont aujourd'hui fracturés sur bien des sujets. On a une crise sociétale aujourd'hui qui ne va pas en s'améliorant. Alors, on ne va pas balayer tous les sujets ce matin, mais la sécurité, vous l'avez évoqué tout à l'heure, Stéphane de Salier-Dupin, c'est une des préoccupations des Françaises, des Français qui veulent rentrer chez eux, veulent vaquer à leurs occupations, veulent aller boire un verre le soir sans risquer de se faire agresser. Et il y a un autre étage, si vous me permettez, à la fusée, c'est le trafic de stupéfiants qui gagne de plus en plus les villes moyennes, les petites villes, même nos campagnes. Il va y avoir un sujet majeur pour les années à venir sur cet aspect particulier de la sécurité. Oui, ça c'est évident. C'est évident, sachant que dans ce domaine-là, il y a deux dimensions. Il y a une dimension, je corrige immédiatement ce qui se passe, c'est-à-dire qu'en gros, c'est la dimension de la sanction. Et là, il ne faut pas avoir peur des mots. Et il y a une dimension de l'éducation, qui est aussi un vrai sujet. Et les premiers responsables de l'éducation des enfants, ce sont les familles. J'enfonce des portes ouvertes, mais enfin, il y a quand même une réalité. Dans le domaine de la sanction, ce qui est évident, c'est qu'on a laissé faire, on a été laxiste pendant des années et des années. Dans le domaine du narcotrafic, le ministre de l'Intérieur l'a dit, et la loi qui a été votée, qui va rentrer en vigueur, va dans ce sens-là. On assiste à une explosion de la consommation et donc une explosion des trafics. La consommation, elle était de l'herbe, encore récemment de façon très courante, beaucoup plus courante qu'on ne le croit. Elle est aujourd'hui en train de riper gentiment sur des produits type cocaïne ou drogue de synthèse. On détruit la vie de gens, des gens qui expriment ou recherchent un côté palliatif à leur angoisse, à la nécessité d'une performance, etc. Mais néanmoins, on doit être extrêmement ferme sur ces sujets-là, d'autant plus que derrière, on a des réseaux criminels, et qu'aujourd'hui, je le dis à ceux qui consomment des produits stupéfiants, ces produits ont le goût du sang. Ces produits ont le goût du sang. Donc stop. On a entendu le ministre de l'Intérieur justement le dire que voilà, c'était quand on consommait un produit stupéfiant, finalement on aboutissait à la mort de personnes, pour le dire plus simplement. Alors concrètement, il y a l'action nationale dans ce registre-là, mais moi je suis convaincu qu'à l'échelle locale, dans le domaine des narcotrafics et plus, il y a de vraies actions à mener. On a du retard en termes de vidéoprotection.
C'est pas la solution à tout, mais ça participe des choses pour résoudre les affaires. On a du retard parce qu'il nous faut décaler les horaires d'intervention de la police municipale, qu'elle vienne. Ça se fait dans d'autres villes, j'ai Vitré en tête, mais ça se fait dans d'autres villes. Loudéac, qu'ils puissent venir en appui de la gendarmerie. Et c'est dans les horaires de nuit, enfin la première partie de nuit qui est la partie la plus particulière. Il faut qu'on voit du bleu dans la ville, et il faut qu'on voit du bleu qui fasse une chasse aux voyous et qui permette aux honnêtes gens de vivre dans les bonnes conditions. Et c'est vraiment ce que demandent nos concitoyens. Aujourd'hui, je connais des jeunes filles qui hésitent à aller sortir boire un verre un soir en centre-ville parce qu'il faut rentrer à pied et que rentrer à pied, elles ont une prévenance là-dessus. Je connais des commerçants qui s'organisent sur une boucle WhatsApp le soir en hiver de façon à ce que lorsqu'il fait nuit et qu'ils ferment leur commerce, elles essentiellement, pardonnez-moi, se mettent un petit message pour rentrer ensemble. Pour rentrer ensemble. Et ça, dans la situation elles s'organisent comme elles veulent, mais il n'est pas normal que les Lambalais ne puissent pas circuler librement et sereinement dans la ville à quelque heure du jour et de la nuit. Ça demande aussi des moyens. Alors la vidéoprotection, c'est tout un débat, on l'a compris. Voilà, il y a quelques dogmes qui sont là aussi. Comment protéger les gens. C'est très sécurisé d'un point de vue c'est encadré. Complètement. C'est-à-dire que juridiquement, une destruction des bandes très rapide. Vous ne pouvez consulter les bandes que sur commission rogatoire, si je dis pas de bêtises. Voilà, tout ça est très encadré. Donc, on va pas se faire de film. Pardonnez-moi le méchant jeu de mots. On va pas se faire de film sur cette histoire-là, c'est très très encadré, par contre ça permet de résoudre des affaires. Et les caméras, ce n'est pas uniquement les centres-villes, aujourd'hui on en a à la gare et à la gare routière. Ce n'est pas uniquement les centres-villes, c'est aussi les entrées-sorties de voies express, parce que c'est par là qu'arrivent tous les trafiquants et autres pros de la cambriole, et donc c'est par là qu'ils rentrent, c'est par là qu'ils sortent, et il y a un moment où on les identifie. Alors, moi je veux bien qu'on ait ce débat sur le thème, c'est pas à nous, c'est à l'État, etc. Ce qui m'intéresse, c'est que les Lambalais soient protégés, et pour qu'ils soient protégés, il faut le faire avec les moyens que nous avons. Les moyens, justement, aujourd'hui on est dans une période de restriction budgétaire, on l'aura bien compris. Les moyens de l'État, c'est par exemple des enquêteurs. On entend beaucoup les policiers lorsqu'ils s'expriment, par exemple au micro de la matinale de Bretagne 5, dire voilà, on manque d'enquêteurs, on n'est pas assez nombreux pour pouvoir porter des enquêtes, y compris à l'échelle très locale. Est-ce que là aussi il y a une démarche à faire vis-à-vis de l'État? Est-ce que le local peut peser sur l'État? Le local peut peser sur l'État quand il prend ses responsabilités. Et je reviens aux responsabilités locales. Le maire, il a un pouvoir de police. Et il a une police municipale, en l'occurrence, nous en avons à Lamballe-Armor. Il a des moyens qu'il peut mettre en œuvre. Et une fois qu'il a fait le job, effectivement, il peut demander des moyens supplémentaires. Nous avons une brigade autonome de mémoire de 21 gendarmes. Qui font leur boulot. Seulement, il est évident que lorsqu'on double une patrouille de gendarmerie le soir, ça permet d'avoir une patrouille de police municipale dans la ville et une patrouille de gendarmerie à l'échelle du territoire de la brigade autonome, grosso modo le canton, et donc d'avoir une sécurité accrue. Lorsqu'il y a un pépin, l'un appelle l'autre. Terminé. Ça se fait ailleurs. Nous, on a du retard là-dessus. Et quant à la vidéoprotection, si on met un peu d'investissement tous les ans, mais tous les ans, on arrive à un réseau qui se tient. Simplement, on a 15-20 ans de retard dans le domaine. Et des technologies évoluent et coûtent de plus en plus cher également. Donc, mais on a une participation de l'État là-dessus. Donc il faut aussi savoir équilibrer les choses. Il y a une vraie étude à mener. Ce qui me désole, c'est de l'avoir dit depuis 15 ans et que ça n'a pas été fait. Mais bon. Alors il y a aussi plus largement une grande inquiétude des Français autour du communautarisme, des changements de la société. On le voit là aussi, il y a une fracture qui s'opère, mais aussi dans les changements des mentalités. Ça va nous ramener quelque part à la sécurité. On a ce pompier qui a été violemment renversé lors d'un rodéo urbain. Ce sont des faits que l'on voit de plus en plus. Est-ce qu'il y a une violence qui monte dans cette société? Est-ce que vous le ressentez, ça aussi, en tant qu'élu? Une violence qui monte, évidemment, y compris dans la relation à l'élu, parfois. Une violence qui monte, c'est une évidence. Pourquoi? Parce qu'on est rentré dans une période qui est instable, parce qu'on a laissé faire beaucoup de choses, c'est-à-dire que les gens, une partie de la population
je crois restreinte, en plus, dans le fond, et complètement désinhibée vis-à-vis de quelques règles d'éducation qui sont des règles assez classiques, assez basiques. Donc, il faut corriger cette partie-là, faire respecter l'autorité, évidemment une autorité respectueuse des gens, hein, on est complètement d'accord, et sortir du régime de la peur, fondamentalement c'est ça. Alors maintenant, nous sommes en France, nous sommes en Bretagne, pour moi nous sommes à Lamballe, il y a des règles qui sont les nôtres et tout le monde les applique. Tout le monde, des règles et des usages. Et tout le monde les applique d'où qu'on vienne. Vous savez, moi je suis franco-canadien, je suis né au Canada. J'assume parfaitement une partie de mes racines canadiennes. Mais je pratique les règles qui sont les règles chez moi. Et ça vaut pour tout le monde, quelle que soit son origine nationale, voilà, quelle que soit son origine. On applique les règles et ça fera baisser très sensiblement cette crainte de l'autre. La crainte de l'autre, là aussi, alors je parlais de communautarisme tout à l'heure, je précise un peu la question, c'est qu'aujourd'hui on voit les gens qui dans l'espace public font rentrer aussi le religieux. Alors je sais que vous êtes très attaché à cette réflexion autour de religieux. Est-ce que c'est prudent de laisser justement rentrer le religieux dans l'espace public? C'est tout le débat actuel sur la laïcité. Je crois, je suis infiniment attaché à la liberté religieuse, quelle qu'elle soit. Parce que ça fait partie des libertés fondamentales de la personne humaine. D'avoir une religion, de ne pas en avoir. Hein, quelle qu'elle soit. Maintenant, le religieux, même s'il a dans ses grands responsables la faculté d'émettre des avis sur les questions politiques, n'a pas à influencer la vie politique des pays. Je crois que l'État, le service public, les collectivités doivent être laïques. C'est la seule façon, me semble-t-il, de vivre ensemble dans de bonnes conditions. La société, c'est un autre sujet. Mais là, toute la structure publique doit être laïque, et en cela, ça doit être respecté de façon stricte. Et dès que tel ou tel fait religieux est utilisé politiquement, ce qui est le cas de ce que vous évoquez, hein, grosso modo, parce qu'on ne va pas tourner autour du pot, prenons la pratique du voile, par exemple, islamique. S'il s'agit d'un signe strictement religieux, très bien. S'il s'agit d'affirmer politiquement une identité religieuse comme un fait politique, ce qui est un peu le cas, c'est non. Il faut faire le distinguo, finalement, entre le message religieux et le message politique. Ah, profondément. Je crois vraiment à la liberté des gens de pratiquer leur religion. Je crois à la liberté des religions d'avoir un avis sur la vie politique du monde. Personne ne viendrait... il ne viendrait à l'idée de personne de dire que le pape ne se mêle de ce qu'il ne regarde pas lorsqu'il évoque la paix, par exemple. En revanche, notre structuration publique demeure laïque, et elle doit l'être parce que l'histoire l'a produit comme ça. La laïcité, c'est le système qu'on a trouvé pour garantir la paix civile. Aujourd'hui, on s'interroge sur la paix civile, justement. On a une grande fracture politique aussi en France. On voit beaucoup LFI s'agiter autour de la cause palestinienne. On voit cette fracture qui se fait aussi dans la société. Alors, qu'on soit clair, hein, LFI le fait parce que ce sont des révolutionnaires qui veulent introduire un élément... Non, mais on va se dire les choses. Qui veulent introduire un élément de déstabilisation pour instaurer leur propre régime. Donc, c'est une vieille technique, on l'a vu chez les bolcheviks, c'est créer l'instabilité pour que les conditions de la révolution puissent se faire et qu'ensuite on installe un régime qui en général n'est pas démocratique. Donc, LFI, on fait une croix là-dessus. Il y a des amitiés dangereuses quand même, on le voit lors des meetings d'LFI par exemple, certaines personnes sont proches des frères musulmans par exemple, ça nous ramène au débat sur la religion et la politique. Oui, et puis le propos qui stigmatise et attaque nos concitoyens
algériens, israélites également. Enfin, bon, on a tout ça. Vraiment, c'est un combat. Vraiment, c'est un combat. Maintenant, la question que vous évoquiez, quel est l'antidote finalement à ce désir d'habiter des conflits qui ne sont pas des conflits français? Ça n'empêche pas du tout d'avoir son avis sur des conflits à l'étranger, mais ce désir d'habiter des conflits qui ne sont pas des conflits français. Moi, je crois beaucoup à la transmission, je crois beaucoup à l'enracinement, je crois beaucoup que nos concitoyens ont besoin de savoir d'où ils sont, d'où ils viennent, là où ils tissent leurs racines, et c'est un vrai facteur de liberté. À partir du moment où je sais d'où je viens et qui je suis libre de faire infiniment de choses et de dialoguer avec tout le monde. Bon. Et là, on a péché pendant des années et des années. C'est-à-dire que on n'a pas transmis ce qui fait la fierté française. On a transmis souvent ce qui fait l'art de se gratter les plaies, l'art de la repentance, etc. Mais on n'a pas transmis ce qui fait notre histoire, ce qui fait notre fierté, ce qui fait notre singularité, française et bretonne, j'ajouterais. Donc voilà, donc le fond il est là, soyons fiers de ce qu'on est, soyons fiers de ce que nous ont transmis nos parents, nos grands-parents, dont on connaît parfaitement également les défauts, mais dont on veut retenir les belles choses, vous voyez. C'est là-dedans qu'on doit être. Ça nous amène aussi à la politique étrangère de la France. Il y a ce conflit, on peut parler de conflit aujourd'hui entre l'Algérie et la France. Bon, on ne solde pas encore la guerre d'Algérie. Vous parliez de repentance tout à l'heure, il y a toute une réflexion autour de ça. Puis il y a Boualem Sansal qui est en prison en Algérie. Et qui est français. Et qui est français. Qui est en prison en Algérie, dont on n'a pas de bonnes nouvelles et dont on sait que malheureusement sa libération n'est pas à l'ordre du jour. On sent cette tension qui monte entre l'Algérie et la France. Selon vous, est-ce qu'il y a une instrumentalisation d'autres pays? On a parlé de la Russie à un moment vis-à-vis de l'Algérie. Ou est-ce que c'est vraiment deux pays qui ne s'entendent plus du tout et on n'a pas soldé, là encore, les vieilles histoires? Je pense qu'on instrumentalise les vieilles histoires. Je pense qu'on a affaire à un régime qui est d'une stabilité relative et qui a besoin de cette instrumentalisation de l'histoire pour demeurer. C'est aussi simple que ça. Nous, on doit être respectés dans notre indépendance, dans nos choix. Il est loin le temps où il y avait une relation de tutelle. En revanche, lorsque, effectivement, on a des influenceurs sur le sol français qui sont là pour déstabiliser telle ou telle structure, attaquer telle ou telle personne, en vue d'une action politique étrangère, ouais, on a la liberté de les expulser. Il faut être plus ferme avec l'Algérie qui renvoie de nouveaux fonctionnaires français dans leur quartier, en gros les expulse d'une quinzaine. Il faut être plus ferme, il faut dénoncer par exemple les accords de 1968. Non mais les accords de 68, si on est comment, nous on les respecte, tu les respectes pas. Donc il y a un moment où si un accord qui n'est pas respecté, par définition il devient caduc, quoi. Voilà. Mais il faut savoir dire aussi aux Français qui sont franco-algériens qu'ils peuvent être pleinement français. Vous voyez, il faut distinguer le pouvoir algérien du peuple algérien en Algérie et de Français qui ont aussi des racines algériennes. On parlait de Boualem Sansal, il y a aussi Kamel Daoud qui a reçu le prix Goncourt, qui est frappé de 2 mandats d'arrêt émis par Alger. Ça devient insupportable, ces ingérences finalement chez nous? Oui, on fait respecter notre indépendance et il n'y a pas de comment. Il n'y a pas de débat. Ce qui est dramatique avec le prix Goncourt, c'est que d'un côté, dans un pays, il est considéré comme un traître, l'Algérie, et dans un autre, il peut être considéré, c'est lui qui le dit, comme un petit arabe dans le texte. Et donc, on déracine des gens, quoi. Je crois beaucoup aux racines. Je crois beaucoup qu'on a besoin de racines pour grandir. Et que nos feuilles, pour reprendre l'image de l'arbre, ne grandissent que lorsque les racines sont là. Vous voyez ? J'ai envie de vous entendre sur de la politique franco-française. On n'était pas loin, vous me direz. Ce soir, il ne vous aura pas échappé qu'Emmanuel Macron va parler aux Français. J'allais dire une fois encore. Qu'est-ce que vous en attendez finalement de cette confrontation, c'est le terme employé, face aux Français, cette tentative de renouer le dialogue finalement? Non, j'y crois pas. Je vous le dis comme ça. Alors, vous allez me trouver
peut-être désespérant dans ce domaine-là, mais on a eu tellement de grandes conventions, grands débats, grands machins, grands trucs. Arrêtez de faire de la com avec la politique, faites de la politique c'est de l'action. La communication a tué la politique. Donc, ce que nos concitoyens attendent, c'est de l'action, du résultat. Ça a creusé un fossé là aussi entre le personnel politique et les Français qui n'y croient plus. On l'entend, on le voit souvent dans les sondages en disant voilà, alors on est passé au-delà du tous pourri. Maintenant, on n'y croit plus. Ouais, je pense que les gens ont fermé les écoutilles. Ouais. Pourquoi ? Parce qu'on est passé d'une période. Alors, c'est une expression lapidaire, mais on est passé du ferme ta gueule au cause toujours. C'est-à-dire qu'on est passé d'une période où l'autorité disait à celui qui était sujet de l'autorité « Écoute, ferme ta gueule, c'est moi l'autorité », à une espèce de truc douceâtre et bienveillant, qui dit « Vas-y, dis-moi ce qui te passe par l'esprit, dis-moi ce que tu désires, dis-moi... et puis on fera ce qu'on veut ». Voilà, finalement, on n'est pas très loin de la première formule. Elle est peut-être un petit peu édulcorée dans la deuxième version. Oui, mais c'est ça, on passe du ferme ta gueule au cause toujours. Les gens, ils veulent pas ça. Les gens, ils veulent des élus pour un temps donné qui fassent ce qu'ils ont dit et qui réalisent. Voilà. Et dans le processus de réalisation, il y a toujours un moment d'échange pour ajuster les choses. Mais ils veulent pas en permanence faire l'objet de grandes conventions, grandes enquêtes, grands machins. Non. On parle de référendum maintenant. Alors, le référendum, moi j'y suis attaché. Mais le président de la République est capable de tuer le principe du référendum. Hein. Voilà, la question est là finalement. Le référendum, ça se fait vis-à-vis de grandes questions qui se posent à la nation. Et qui nous permet de passer outre le Conseil constitutionnel. Jusqu'ici, la jurisprudence du Conseil constitutionnel a toujours respecté le résultat d'un référendum. Je parle bien du Conseil constitutionnel. Donc à suivre, voilà, je suis sûr que vous serez devant votre télévision quand même pour voir ce qui se dit. Eh bien écoutez, je vais vous surprendre. Ce soir, je reçois un copain que j'ai pas vu depuis 15 ans. Non, mais attendez, il y a des choses qui sont ordonnées dans la vie. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc, je regarderai après ce qui a été dit, mais je préfère consacrer du temps à mes amitiés. Tout est dit. Il nous reste à peine 2 minutes, alors ça va être très court. Je voulais vous entendre aussi sur le pape. Vous parliez tout à l'heure du rôle politique, quelque part, du pape lorsqu'il appelle à la paix. Un nouveau pape, une nouvelle gouvernance pour l'Église, de nouveaux espoirs aussi. L'Église a un rôle singulier dans nos sociétés, l'Église catholique, parce que nous sommes un pays de tradition catholique, dans le respect de ceux qui croient, de ceux qui ne croient pas, de ceux qui ont d'autres croyances, etc. Mais je pense que dans le monde un peu dingue dans lequel on vit, la parole de quelqu'un comme le pape peut avoir du poids. Or, même si ça paraît convenu, les premiers propos de Léon XIV sur la paix, même si ça paraît convenu, ça a du sens dans le monde qui est le nôtre, entre le conflit ukrainien, ce qui se passe à Gaza, ce qui se passe entre l'Inde et le Pakistan. Ça a du sens. Et donc, ouais, je crois à la force d'un certain nombre de paroles plus spirituelles que morales dans ce domaine-là. Dans un monde où on parle de Troisième Guerre mondiale quand même. Dans un monde où la politique est faite de rapports de force, ça c'est vieux comme le monde et ça ne changera pas, mais dans laquelle ces rapports de force peuvent être modérés, patinés par une approche un peu spirituelle des choses. Et quand je dis spirituelle, je ferai allusion aux forces de l'esprit. Et dans nos âges, on a connu l'expression de François Mitterrand dans ce domaine-là, qui ne sont pas forcément religieuses. Mais voilà, je crois vraiment que ces forces de l'esprit peuvent modérer nos rapports de force. On va devoir s'arrêter là, Stéphane de Salier-Dupin. Vous ne m'avez pas répondu à ma question du début. Vous allez vous présenter à la mairie de Lamballe. À votre avis. À votre avis. Moi, j'ai des propositions, j'ai des idées, j'ai des équipes, j'ai un projet. Je veux le confronter. Vous en tirez les conclusions que vous souhaitez. Et vous reviendrez donc au micro de Bretagne 5 matin. Stéphane de Salier-Dupin, conseiller régional de Bretagne du groupe Centre et régionaliste, conseiller municipal de Lamballe-Armor, assistant parlementaire au Parlement européen à Strasbourg et donc, allez, peut-être candidat à Lamballe-Armor. À très bientôt, je vous remercie, je vous souhaite une très belle journée. Très belle journée à tous.
Bretagne 5, Stéphane Hamon, le 7-9.